Bonjour à tous, je suis Johanna Cohen du cours Anna. Le cours Anna est une école des arts de la scène située Paris 16e et Paris 17e. Le cours Anna, ce sont des cours de chant, des cours de comédie musicale, des cours de théâtre, des cours de danse, du plus petit de 3 ans jusqu'à ce que tu puisses tenir debout. Mais le cours Anna, c'est également des podcasts. Et aujourd'hui, je reçois un artiste révélé dans la Star Academy en 2007, qui a décidé à la sortie de cette belle expérience de mettre son talent au service des autres, dont des anciens élèves de la Starac, mais pas que. Directeur artistique des Kids United, compositeur pour Patrick Fiori, Garou, Tina Arena ou encore Carla, il s'est imposé dans le milieu comme un auteur sensible et perfectionniste. Aujourd'hui, à la tête des productions du Balcon et des éditions du Balcon, j'ai le plaisir d'accueillir Jérémy Chaperon au micro avec Johanna. Bonjour Jérémy. Bonjour, merci pour l'accueil, pour l'invitation. Merci à toi, vraiment. Tu sais qu'on a des petits artistes au cours Anna. Ouais. On a des chanteurs, on a des comédiens. Et aujourd'hui, écouter ton parcours, franchement, c'est une grande fierté. Et je sais que c'est une interview qui va être très, 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 très intéressante. Merci beaucoup, ça me plaît beaucoup. Alors, on va revenir un peu sur tes débuts. La musique s'est imposée à toi, très jeune. Comment cette passion est-elle née ? Je sais pas tellement, mais je sais que déjà j'étais très hyperactif quand j'étais petit et probablement très créatif et du coup j'ai toujours chanté, j'ai toujours cassé la tête de tout le monde, je pense. Et j'ai eu une maman pour qui c'était ok, hein. Pour plein de gens c'était pas ok, c'était très pénible pour plein de gens, mais pour ma mère c'était ok. Et un jour je suis monté sur une table à un anniversaire et il y a un prof de chant qui passait là quand j'avais 9-10 ans. Et c'est là où ça a commencé à exister, mais de manière purement comme on irait faire du foot ou du ping-pong, quoi. C'est tout. C'est tout, pas plus que ça. Jamais de velléité. Enfin, c'était pas que c'était impossible, mais que c'était pas pensable. C'était voilà quoi. C'était comme être astronaute. Oui, ça existe dans les livres. Point, ok. En 2006, tu fais la rencontre de Laurent Carré et David Nathan qui te proposent le titre Mécanique. Est-ce qu'on peut dire que c'est grâce à ce titre que tu as été repéré par la Starac ? Ouais, en partie, ouais, vraiment, parce que en fait, il s'est passé deux choses sur mon entrée à la Starac. Je le fais l'année d'avant, j'ai un petit look de mec de 15 ans avec la petite crête, pas plus intéressant qu'un autre, et je reviens l'année d'après, brun, ténébreux, ma guitare, les cheveux longs. Donc un profil, parce que la Starac, ça reste quand même aussi, mine de rien, de la télé et des profils, et voilà, c'est de la télé dans le bon sens du terme. Et du coup, voilà, je deviens un profil un peu plus intéressant, avec plus d'aspérité, et du coup, je viens chanter, et il y a un coup de cœur de fou d'Alexia Laroche-Joubert. Donc là, ça rentre là-dedans, et Pascal Nègre, lui, tombera in love de Mécanique, du coup. Et donc, du coup, je pense que ça, c'est aux dernières étapes du casting, et c'est là que je pense que tout se joue et que ça se termine, quoi. Ça se termine, que ça commence. Non, que ça commence. Donc, en parlant de la Starac, on est en 2007, te voilà au château de Damary-Lélis. Quel souvenir en gardes-tu ? Extraordinaire. Comment expliquer ? C'est quelque chose d'inexplicable. On passe de concours de chant où on chantait du Édith Piaf, du Charles Aznavour, du Daniel Balavoine, à tout d'un coup, à 18 ans, chanter avec Charles Aznavour, chanter avec Céline Dion. Et c'est même inexplicable comment moi j'ai pu me retrouver à chanter avec Céline Dion, une star mondiale. Et il y a que la Starac qui permet cette folie, et c'est ce qui est incroyable. Moi, quand je suis sorti de là, je me suis dit, peu importe ce qui se passe, j'aurai des trucs de fou à raconter à mes petits enfants, quoi. Chanter avec Céline Dion, ils s'en foutront, mais elle a chanté à Las Vegas pendant 10 ans. C'est une star mondiale, et moi, j'ai chanté avec elle. Ouais, il y a que la Starac qui permet ça. Et la sensation quand on monte sur scène et qu'on va chanter avec Céline Dion, est-ce qu'on est un peu stressé ? Non. Enfin, si, je pense. Mais moi, j'étais insouciant. Je pense que c'est ce qui m'a fait aller loin aussi au château. Parce que je calculais rien, parce que il y avait une forme d'insouciance assez extraordinaire. Il n'y avait pas les réseaux. Oui. Donc, il y avait pas, on connaissait la Starac, mais il n'y avait pas de... Moi, j'avais 18 ans, j'y suis allé sans calcul, sans même y réfléchir. Je pense que j'avais même pas l'intelligence émotionnelle pour savoir vraiment ce qui m'arrivait. Et je pense que ça m'a rendu un peu attachant pour les gens. Tu as atteint les quarts de finale, tu as fait la tournée des finalistes. Ouais. C'est une expérience marquante dont on se souvient toute sa vie. Vit-on un Starac Blues après ces mois de tournée ?
Moi, c'était très particulier. Pour être très sincère, j'ai connu une idylle amoureuse à l'époque avec quelqu'un d'assez connu qui était Sophie, la fille de Sophie Tapie, la fille de Bernard à l'époque, au moment où il gagne le procès du Crédit Lyonnais. Donc en fait, il s'avère, pour parler vraiment, j'en parle pas comme ça gratuitement, mais du coup, on reste dans une sorte de starification qui fait qu'on n'est pas oublié des gens. Et du coup, on faisait des couvertures de partout. Donc ça m'a permis de connaître puisque je suis resté vraiment grâce à cette histoire, sans le calculer, hein, on était fous amoureux à l'époque, mais je suis resté dans la lumière, dans la grande lumière. Et du coup, c'est parti tranquillement. J'ai pas eu cette descente très brutale qu'on connaît tous aujourd'hui. C'est Starac, c'est 3 mois, 4 mois et c'était très puissant. Mais du coup, ça m'a permis de tranquillement m'amener de retour à l'anonymat, quoi, tranquillement. Peut-on parler, selon toi, d'une famille Starac ? Oui, c'est évident que quand on se retrouve, quand on se voit, que ce soit les saisons 2, 3, 4, il y a un truc, moi je suis très proche de Karima, de Lucie, de la Starac 4, il y a un truc qui nous... Vous lie ? Ouais, en fait, un truc inexplicable, on est rentré. Encore une fois, c'est cette folie de se dire que, surtout dans nos époques, enfin, c'était fou. On chantait avec Ray Charles, Céline Dion, Kylie Minogue, il y avait Stevie Wonder, il y avait Mariah Carey. Enfin, on prenait des gosses et on les emmenait là et ils devenaient des stars en 3 mois, des stars énormes. Et donc, du coup, c'est une expérience un peu complètement inédite et folle qui fait que, voilà, on se comprend. Tu es aujourd'hui compositeur, directeur artistique, producteur. Concrètement, en quoi consistent ces métiers ? Le compositeur, en gros, moi, mon travail, aujourd'hui, j'estime qu'il est, tel que j'en parle à 36 ans, il est vraiment d'accompagner un artiste dans l'intégralité. C'est-à-dire qu'il est en tant que compositeur ou en tant qu'auteur, c'est-à-dire écrire les chansons purement et simplement. Et en tant que réalisateur, c'est-à-dire être capable de réaliser de terminer, de faire les arrangements, de poser les voix, de mixer, de masteriser, de donner ce qui va être écoutable aux gens. Et en tant que producteur, c'est d'avoir la vision globale et d'essayer aujourd'hui de plus en plus d'accompagner les artistes là où ils veulent, tout en les conseillant et mine de rien, moi, je suis là pour accompagner les artistes, mais je suis là aussi pour leur dire on ira au bout de ce que tu veux faire. Par contre, si tu veux faire ça, ça va être plus dur, il faut que tu le saches. C'est-à-dire que si tu prends ce chemin-là ou ce chemin-là, je pourrais décider, moi, de ne pas y aller parce que je ne crois pas à ce chemin-là. Et voilà, mon métier, je pense qu'aujourd'hui, il est d'accompagner les artistes, d'y croire et grâce à un peu de folie, de travailler des heures et des heures sans s'arrêter parce que ça me passionne. Parmi toutes ces casquettes, laquelle préfères-tu porter ? Aujourd'hui, celle de producteur, je pense. Voilà, c'est la dernière qui m'est arrivée. Et il y a quelque chose, j'étais encore avec des artistes ce matin, il y a une vision globale qui est extrêmement excitante. C'est-à-dire que vraiment, en tant que producteur, il y a la gestion de l'image globale, de ce qu'on va renvoyer comme émotion. Parce que moi, je parle vraiment, mon but, il est de créer. Il est de plus en plus aussi un peu de vendre, mais mon travail généralement il est souvent de créer les images, comment on va raconter une histoire, comment on va faire pour faire des happenings, comment on va raconter toute cette histoire qui va émouvoir les gens, les faire pleurer, les faire rire, comment on va intéresser les gens et comment on va essayer de raconter au mieux l'histoire pour respecter le public. Et aujourd'hui, il y a moins de contraintes, on est un peu plus au-dessus de la mêlée, c'est très prenant parce que c'est un gros travail. Mais pour moi qui suis un hyperactif, il y a toujours 1 milliard de choses à faire et je suis moins dans les détails. Il y a plus une vision d'ensemble et je travaille avec des talents et au fur et à mesure, ce que j'ai fait pendant 10-15 ans, de la réal, de la compo, où c'est beaucoup des fois de retravail, de tout ça. Aujourd'hui, je l'ai fait et je suis un peu aux manettes et du coup, ça me rend un peu plus feignant, mais j'aime bien. Bravo en tout cas. Grâce à toutes ces casquettes, tu as pu faire de très belles collaborations, dont celle avec Garou. Tu lui as écrit le titre « Avancé ». Est-ce que c'est ce titre qui t'a propulsé en tant que compositeur ? Complètement, parce qu'il y a un truc qui est très particulier. Alors, je ne sais pas si c'est à la francophonie, mais en tout cas à la France, il y a un truc très anglo-saxon qui est un peu de donner sa chance à tout le monde. Mais on peut monter, descendre. En France, on a quelque chose de l'ordre du CV. La première chose qu'on nous pose comme question, c'est pas « qu'est-ce que tu fais ?» mais « qu'est-ce que tu as fait ?»
Après, chacun jugera, mais en gros, c'est très compliqué d'écrire pour les autres quand on n'a jamais écrit. Mais c'est un peu comme trouver un stage quand on n'a pas encore d'expérience. Il faut bien commencer. Il faut bien commencer. Et du coup, cette histoire, elle est un peu rocambolesque, mais oui, c'est cette première chose qui fait que j'ai une première signature pour un gros artiste majeur qui en plus à ce moment-là est coach sur The Voice, il est dans un très gros truc et je me retrouve à faire mon premier disque de platine et du coup, tout d'un coup, j'existe un petit peu. Mais j'existe et quand les gens parlent de moi, eh ben, ils disent il a fait ça. Il a fait ça, même si ça me rendra pas forcément meilleur. C'est lui qui est venu te chercher ? L'histoire, elle est complètement folle. C'est pour ça qu'elle est un peu du destin. En fait, pour la faire très courte, je partais à Montréal. À ce moment-là, j'ai connu des années de galère. Du coup, je pars à Montréal et avec mon ami David Nathan. Du coup, lui, il était journaliste là-bas et aussi, en plus d'écrire des textes. Et on est invité à l'ouverture d'un restaurant très chic qui était détenu par Garou, son meilleur ami Marc Bollet et Guy Laliberté qui est un milliardaire là-bas. Et du coup, on a invité. Il s'avère que du coup, moi, je m'entends bien avec tout le monde parce que je suis pas très timide, comme tu le vois. Et du coup, on passe une soirée. Je m'éclate la tête d'une folie absolue. Je crois, vraiment, je rentre comme ça, mais vraiment, on finit un truc. Et en fait, le lendemain, on se rend compte qu'on a passé toute la soirée avec le meilleur ami de Garou, Marc. Et on dit, on va lui faire une chanson, la main, avec la tête en vrac et tout. On fait la chanson et on fait avancer. Et on lui envoie à Marc. Il dit, vous êtes chiant et tout. Tout le monde m'envoie des titres, vous doutez bien. Je dis, mais écoute-le quand même, écoute. Il écoute, il dit, c'est super. Je dis, ok, super. Mais nous à ce moment-là, on n'a aucune idée. Est-ce que Garou, il fait un album ? Est-ce qu'il va en sortir ? Enfin, c'est un coup d'épée comme ça. Enfin, on essaye, un truc un peu jeté comme ça. Et il n'envoie pas. Et un jour, on tombe sur sa femme, 5 jours après. Il dit, il fait chier Marc et tout. Vas-y, je vais lui envoyer. Et elle l'envoie à Garou. Et 2 heures après, il nous appelle. Il était le destin, il est fou parce que ça vient de nulle part. Et il nous appelle 2 heures après. Et dit, ça fait 2 heures que j'écoute votre chanson dans le train. J'arrive à Londres pour finaliser mon album. Donc déjà, il fait un album. La chance. Mais il fait un album que de All-Star. C'est-à-dire que moi, je suis un inconnu. David, c'est un inconnu. Mais à côté d'un album, il y a Jean-Jacques Goldman, Daran, Plamondon, Cochiante. C'est son album de copains. Le GOAT. Hyper connu. Et du coup, il arrive et il enregistre. Et en plus de ça, un amour absolu. Il enregistre avec le Philharmonique de Londres. Oui. Et là, et en plus, il nous appelle en visio sur Skype à l'époque. Tellement gentil. Je vis un rêve. J'ai ma chanson qui est jouée par le Philharmonique et tout. Et il s'avère qu'en plus de ça, ça transforme par être le single, alors qu'il n'y a que des stars. Et du coup, ça avait été un single de Goldman. Et du coup, ça a été, ils ont pris avancé. Et ça a été une chance absolue pour moi parce que du coup, ce titre-là, il l'a chanté en prime time sur Danse avec les stars, sur Miss France, sur des énormes primes. Et tout d'un coup, ce coup du destin, tout d'un coup, me met en avant, quoi. Enfin, nous met en avant et nous permet de dire, ok, on a gratté un peu, mais si ça, c'est pas du destin, je sais pas ce que c'est, quoi. C'est un métier où il faut, quoi qu'il arrive, que les planètes s'alignent. Complètement. Après, je pense il faut que les planètes s'alignent, c'est une évidence. On ne réussit pas sans chance. Je pense sans être un peu démago, mais je pense qu'elle se provoque quand même un peu. Et je pense que il y a des caractères. Il y a des caractères qui font des gens qui... Moi, je le vois maintenant. Je travaille, je signe des artistes. Il y a des caractères. Je sais, je suis là, je suis pas là. Ils y arriveront. Je le vois. Il faut plein d'ingrédients, mais ils y arriveront. On peut parler un peu de ton aventure auprès des Kids United. Plus d'1 million d'exemplaires vendus de leur premier single. Succès surprenant ou attendu ? Complètement inattendu. Mais justement, ça aussi, pareil, un peu du destin. On appelle Fred Savio, qui est un énorme réal, qui est toujours un énorme réal, à l'époque qui était la référence, qui a fait La Terre est ronde d'Orelsan, qui travaillait sur Cosmo avec Sopra, avec Kenji et tout. Et du coup, on l'appelle pour faire les Kids. Mais et il dit, un peu c'est les projets aujourd'hui, quand on a beaucoup de boulot, des fois on nous appelle pour des petits projets qui sont moins payés, ils sont inconnus. Quand on a des gros projets un peu plus connus, on a tendance à envoyer ça un peu chez les copains. Et du coup, Julien Godin, qui est patron de... et Seb Duclos, qui sont patrons de Playtoo et Playon à l'époque, il l'appelle et lui dit, ça serait bien que tu réalises l'album. Et il lui dit, les gars, je suis sur Cosmo, je suis sur tout, j'ai pas le temps. Et du coup, j'ai mon ex-manager à l'époque qui est là et qui dit, Fred, réalise les singles et donne les autres titres. Moi, j'ai jamais fait donne les autres titres à des petits jeunes, dont moi.
Mais moi, j'ai jamais fait ça. Moi, j'ai fait des maquettes, elles sont éclatées au sol. Et du coup, j'ai eu beaucoup de bienveillance. Et du coup, je me retrouve sur ce projet où on pensait, comme des projets, ils s'en lancent des tonnes et des tonnes. On pensait, si déjà ça en vend 20, 30 000, c'est énorme. Et en fait, il y a un truc énorme. Il y a les attentats du 15 novembre, 13 novembre 2015, pardon, du 13 novembre. Et en fait, on nous annule la seule émission qu'on nous avait bookée. Et en fait, du coup, ils nous rappellent, c'était le Grand 8 avec Laurence Ferrari à l'époque. Et là, tout d'un coup, la France découvre ces gamins. Tu viens d'en parler, j'ai des frissons. Et ils découvrent ces gamins, c'est juste après. Du coup, ils décident quand même de nous programmer 2 jours après, le 17 ou le 18 novembre. Et les gamins chantent Imagine, avec tous les trucs. Et il y a un truc, il y a tout d'un coup une relation d'amour. Et puis ces gamins sont des talents absolus, étaient des talents absolus. En tout cas, à l'époque, ils arrivent. Et ils touchent la France entière. Au moment où la France, elle a besoin de chaleur, d'amour et de l'innocence des enfants dans un monde aussi tourmenté, quoi. Et ça donne presque 3 millions d'albums vendus 5 ans après. Incroyable. Aujourd'hui, tu diriges les productions du Balcon, les éditions du Balcon. Il me semble, d'après mes recherches, que tu ne travaillais qu'avec des gens que, je cite, tu pourrais inviter chez toi s'ils se font larguer. Pourquoi ce besoin de proximité ? Alors, je suis pas revenu de ça, mais ma femme m'a demandé, parce que je me suis marié il y a 3 mois. Félicitations. Merci beaucoup. C'est quelque chose qui me prend tellement de mon énergie sans le contrôler. C'est-à-dire que quand j'aime un projet, je vais y donner mon âme, et on ne peut pas travailler avec des artistes. Mais du coup, les artistes, là, j'étais avec une artiste il y a 2-3 jours. Des fois, je suis resté 4 heures parce qu'il fallait discuter. Et puis, en fait, ça prend du temps. Mais travailler avec un artiste ou une artiste, c'est donner sa vie. J'ai appris quand même un petit peu à prendre un peu de recul, parce que des fois, la trahison, ça pique un peu la tête quand même. Mais effectivement, je ne peux avoir que des gens, par exemple, tous les artistes que j'ai signés étaient à mon mariage. Parce que voilà, il faut des gens, parce que je vais donner ma vie pour eux. Enfin, je vais donner ma vie. En fait, je ne choisis pas, mais mon cerveau mouline jusqu'à 2, 3, 4 heures du matin. Et en fait, c'est beaucoup trop d'énergie donnée à des gens que je pourrais pas blairer, en fait. Et voilà, et donc du coup, j'aime globalement les gens, pas tous les gens, mais les gens avec qui je bosse. Et il faut que je les aime. Si je veux il y a déjà tellement peu de chances d'y arriver. Si j'y crois pas moi profondément, donc si j'y crois profondément, généralement c'est que je les aime quand même profondément. Et tu te donnes. Ouais, pas le choix. Carrière solo, concentrons-nous maintenant sur ta carrière solo. En 2021, tu sors un album 2h17. Pourquoi ce chiffre ? 2h17, c'était parce que en fait ça parlait des insomnies liées à des troubles anxieux. Et du coup, voilà, c'est le temps qui passe, c'est les horaires qui passent, 2h17, et c'est une heure un peu random. Mais voilà, ça veut dire qu'on n'arrive pas à dormir, quoi. L'anxiété, quoi. Sympa, la vie. Bah oui. Le style qui domine aujourd'hui dans l'industrie musicale est l'urbain. Mm-hmm. Est-ce que c'est dur de s'imposer en tant que chanteur pop variété dans cette culture musicale plus urbaine ? Oui, et en même temps, aujourd'hui, dans un monde où on se demande toujours comment reproduire ce qui marche, du coup, de faire quelque chose de différent, c'est moins. Est-ce que c'est plus facile ? Est-ce que c'est moins facile ? Je sais pas. En tout cas, c'est différent. C'est-à-dire que ça va être compliqué demain de se pointer, de faire du Nino, de faire du Gazo, d'essayer de faire du Aya. Parce qu'il y en a déjà, en fait, on s'en fout. Enfin, du coup, alors que si tu arrives avec de la pop, de la variété, ou tout quoi que ce soit, d'une musique qui, mine de rien, aujourd'hui, on a tendance à moins la voir parce qu'elle est moins présente chez les jeunes, reste toujours la musique qui vend le plus. C'est ça, faut pas se laisser avoir par... alors, l'urbain représente bien sûr une manne financière, et je ne saurais même pas dire, peut-être que l'urbain est devant, mais la pop et la variété sont des choses qui... ce qu'on appelle du back catalogue. On vend encore beaucoup de Eddie Mitchell, du Michel Sardou, du Charles Aznavour. C'est ce qu'on appelle du back catalogue. C'est quelque chose qui dure très longtemps dans le temps. Là où l'urbain peut connaître des pics, je parle vraiment plutôt en termes d'industrie. Et du coup, c'est des complètes renaissances. Et la pop et la variété, c'est des choses qui se voient plus dans la longueur. Que ce soit pour les autres ou pour toi, comment composes-tu un rituel de compositeur ?
C'est un peu... en gros, aujourd'hui, déjà, il y a beaucoup de choses... généralement, j'essaie de m'imprégner un peu de l'univers de l'artiste, écouter ce qu'il écoute, écouter ses références. Et après, généralement, j'ai la chance. C'est pour ça que je suis pas... j'ai écrit... Pour le premier texte de ma vie, je l'ai écrit... il y a 6 mois en entier, le premier texte, parce que ça me vient pas aussi facilement que la compo. Mais la compo, elle me vient partout, notamment aux toilettes. C'est dingue. Toujours le petit pipi, la composition. Et non, mais en tout cas, c'est et aujourd'hui, voilà, c'est se mettre au service. Aujourd'hui, après des années de composition, je pense que c'est ce qui fait la différence entre faire de la musique et composer et écrire d'un point de vue professionnel, c'est d'être capable d'être efficace et d'être toujours productif, quoi qu'il arrive. De produire, même si en acceptant que ça peut être moins bien. Est-ce que c'est plus facile d'écrire pour soi ou pour les autres ? Pour les deux. Les deux. J'ai pas plus de... Oh non, je crois que c'est plus facile d'écrire pour les autres. Parce qu'en fait, pour soi, on est très exigeant. La preuve, moi, j'ai pas sorti un truc depuis 4 ans, donc on est très exigeant. Alors que pour les autres, on est très exigeant aussi, mais on se met pas les mêmes barrières. Je vois, il y a rien de pire qu'un artiste envers lui-même. Il trouve tout le monde bien, mais soit il se déteste. Et mine de rien, mais c'est rigolo de le voir aujourd'hui chez les artistes. Donc c'est plus facile parce que il y a moins cet auto-jugement qui parfois est un peu castrateur, quoi. C'est vrai, t'as raison. Si tu ne devais choisir qu'une seule et unique expérience qui t'a fait grandir. La Starac, hein. J'ai commencé à 18 ans. Franchement, si j'avais dû faire que ça. Après, les Kids ont été la chose qui m'a propulsé, qui m'a permis de découvrir tous les métiers dans ma carrière, de vivre des émotions, de rencontrer des gens que j'aurais jamais pensé à rencontrer. Mais sans la Starac, tout ça n'aurait pas existé. Peut-être, mais... Depuis ces dernières années, les réseaux sociaux ne cessent de prendre beaucoup de place dans nos quotidiens. Est-ce que tu penses que c'est plus facile d'être chanteur aujourd'hui avec les réseaux ? Non, c'est horrible. Je voyais une interview d'Alexandre Astier qui pour moi est quelqu'un qui a beaucoup de recul aujourd'hui, que je trouve vraiment terriblement brillant. Et c'est très difficile. Là, je le vois encore. Je prends par exemple... c'est bien, je suis très content de pouvoir le dire là d'ailleurs. Je vois l'exemple d'Emma qu'on produit avec Universal, production du balcon. Il y a des gens qui décident, comme malheureusement Ebony par exemple, de centraliser une haine gratuite. Moi, c'est la première artiste que je produis. Ça fait 3 ans que ça existe, qu'on produit des artistes où waouh, j'ai ouvert derrière. J'ai jamais vu autant de gratuité. Bon, après, quel crédit apporter à des gens qui ont pas de photos de profil, qui vraiment n'ont aucun bon sens, vraiment, qui racontent n'importe quoi parfois. Qui racontent, moi j'ai vu des mensonges littéralement écrits. Nous on vit le truc de l'intérieur. Mais pour les artistes, il y a une violence, les gens se lâchent. À quand la fin de l'anonymat ? À quand la personne elle vient dire ah ouais, c'est en plus c'est d'une violence et des insultes. Quelqu'un qui vient juste proposer sa musique, tu peux ne pas l'aimer. Waouh, j'ai vu des menaces de mort, mais les gens ont perdu la raison. Je pense qu'en plus de ça, ils sont pathétiques là-dessus. Mais c'est difficile. C'est difficile pour les jeunes artistes, encore plus ceux qui sortent de la Starac, de se confronter à une telle violence. Même moi, je suis tombé, alors que ça fait 15 ans que je fais de la musique, j'ai regardé la sortie, on a sorti l'EP il y a une semaine. Il y avait une telle gratuité, et après... comment tu veux... Je savais même pas quoi lui dire. Même moi, ça m'a pris pendant 1 heure et j'ai fait, attends, est-ce qu'on a fait vraiment un tel truc de merde ? Vraiment ? Et j'ai fait, mais non, en fait, j'ai tout regardé, j'ai réécouté, je fais, attends, mais je peux pas être passé à côté. Et en fait, c'était tellement violent, tellement gratuit, qu'effectivement, pour revenir sur ta question, ça va être très difficile pour eux, parce que par exemple, je prends à la Starac, et là, ils vont vivre pour les plus longtemps 3 mois sans voir les réseaux, en se faisant, mais tailler par des gens comme ça, donc ils vont sortir avec ça, et les gens de recul, on est dans un monde de plus en plus violent, et les réseaux n'y échappent pas, quoi. Donc c'est plus difficile pour eux. Et toi et les critiques, je suppose que tu as dû aussi en avoir. Ouais, moi se barricade comment ? Moi, je m'en fous, mais vraiment... non, je m'en fous. Si, je m'en fous. Il y a des fois, ils arrivent à m'atteindre. Tu vois, là, j'ai regardé l'album, mais c'est pas eux, c'est la remise en question. Des fois, elle est un peu violente. Tu vois, j'ai vu ça, regarde, là, la prod, c'est de la merde. Je me suis dit, ah, waouh. Mais les gens, ils étaient tellement violents qu'ils ont réussi à un peu rentrer dans mon crâne.
Et j'ai été réécouté, je me suis dit, peut-être que je suis passé à côté d'un truc, j'ai tout réécouté. Et après, mine de rien aussi, j'ai été faire un peu ce travail. J'aime bien les regarder un peu plus loin. Tu vas regarder les profils. Tu vois, par exemple, le mec, il déteste Emma depuis 9 mois. Depuis qu'elle est rentrée, il la hait. Pourquoi ? Je sais pas. Je sais pas. Il ou elle doit être drôlement triste dans sa vie. Mais en fait, je me dis, ouais, voilà, comme ça. Moi, c'est pas grave. Après, j'ai appris beaucoup par mon tempérament. Je suis assez atypique. Tu vois, j'ai jamais... voilà, je suis très expansif, je suis très hyperactif. Tu me verras jamais à un concert avec ma petite tête de producteur hyper stylé comme ça. Regardez, je saute dans tous les sens, je crie de temps en temps. Les gens, ils me trouvent sûrement pas assez stylé ou pas assez sérieux. Mais il s'avère que je suis comme je suis, que je pense pas qu'il faille être un beau brin ténébreux qui s'en fout pour moi. Je crie au concert de mes artistes, je chante, je suis au premier rang. J'ai pas besoin de me la péter, enfin j'ai pas besoin de me la donner. Et voilà, et donc du coup, de temps en temps, ça peut provoquer. Donc du coup, au fur et à mesure, j'ai vu que je pouvais être un peu. C'est moi qui suis comme ça. Et du coup, pendant des années, je me suis trouvé immature, je me suis trouvé trop surexcité et tout. Et en fait, j'ai vu que les gens, il y a des gens qui m'aimaient pas pour ça, qui me trouvaient pas assez sérieux. Et j'ai trouvé qu'il y avait des gens aussi je trouvais que ça me permettait de travailler plus fort et d'être différent. Il y a des gens à qui ça a plu. En finalité, ça m'a mis avec l'intégralité des critiques complètement tranquille parce que je suis très en phase avec moi aujourd'hui. Je suis très heureux. Et voilà, il y a des fois, je suis un peu atypique. Il y a des gens qui vont me trouver trop intense, des gens qui vont me trouver assez un peu fantasque. Mais ça fait partie de moi. J'aime profondément les gens. J'ai beaucoup de respect pour les gens et je pense que du coup tout ça fait que si les gens me respectent pas, je sais juste que je suis bienveillant. J'ai pas de méchanceté en moi et que au pire, si les gens ça leur plaît pas. De la preuve, tu changeras jamais puisqu'il y a des gens qui peuvent te détester. Moi, je vois des gens, des fois, j'entends parler qui me détestent, je les ai jamais rencontrés. Donc, à partir de ce moment-là, soit tu passes ta vie à essayer de leur plaire, soit t'avances et tu te concentres sur les gens qui t'aiment. C'est un métier où il faut être très, très bien entouré ? Oui, il faut être très bien entouré. Surtout, faut avoir sa vie perso, je pense, surtout. Moi, j'ai la chance d'avoir rencontré une femme extraordinaire. J'ai une très belle famille. Voilà, j'ai des super amis. J'ai une vie perso. Je suis un peu pantouflard, d'ailleurs. Mais je suis dans mon petit 15e quand tout le monde est tout le monde me traite de vieux, quoi. Mais ouais, je pense qu'il faut être... je suis bien entouré. Je crois que c'est ma plus grande fierté, tu vois, aux productions et aux éditions du Balcon. C'est l'équipe. C'est l'équipe là. Aujourd'hui, on est tu vois, on a une maison, j'aimerais bien l'avoir cette maison, mais non. On va dans une maison en Normandie, toujours dans la même, où on va composer et tout, et maintenant on a une équipe c'est des artistes que je produis et que j'édite parfois, je parle de Diane, Antoine, de Sault, Armand, Auclair qui bosse avec moi, et je parle de Coralie Fischer, de tout ça, et toute cette équipe bosse toujours ensemble. Si tu regardes les crédits de tous mes artistes, c'est que la même équipe. Mais en fait, c'est des gens qui s'adorent, qui se voient à côté, on passe des moments de fou, et je crois que ma plus grande fierté, c'est d'avoir créé cette colonie de gens bien, extrêmement talentueux, qui vivent bien ensemble. Ça permet, et du coup, aujourd'hui, du coup, le fait d'être bien entouré fait que tout s'additionne. Il n'y a pas d'ego, et on profite tous du talent extraordinaire de tout le monde. Donc ça... Une fois que tu es bien entouré, t'es tranquille, quoi. Donc ta femme, très grande importance pour toi. Tu as 30 secondes tout de suite et maintenant pour lui faire une déclaration d'amour. Mon amour, je t'aime. La douce. Voilà, c'est la femme de ma vie, elle travaille aussi dans la musique. Et voilà, elle est brillante, elle sera brillante, elle fera partie des femmes qui comptent dans la musique. Elle en fait déjà partie, quoi. Je suis très fier d'elle. Voilà. L'IA. Oui. Menace pour un compositeur ou aide indéniable? Ça va dépendre. La France a toujours su légiférer là-dessus. Tant que c'est au service de la musique, tant que ça remplace pas, c'est OK. Après, en gros, par exemple, il y a des logiciels, on appelle des plugins, on a des claviers, on peut ouvrir un Roland, on peut ouvrir un piano. Et aujourd'hui, il y a des trucs d'IA où on peut dire, plutôt que de chercher 8 ans dans 10 000 presets pour avoir le piano comme ça, là, je veux un piano un peu à la style comme ça, Stranger Things, un peu Moog et tout.
boum, il y a directement. Ça, c'est génial, ça nous fait gagner du temps. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est les notes que je vais placer, les sonorités que je vais aller rechercher. Après, de passer dans mon logiciel 1 heure à trouver le bon son, c'est rébarbatif. Maintenant, si ça vient à me dire... c'est Alexandre Astier, encore une fois, je ne fais que le citer, c'est me mettre à penser, mais si ça vient à remplacer l'homme, ça devient... parce qu'en fait, du coup, il y a une émotion que l'être humain veut bien donner à l'autre être humain. Est-ce qu'on sera remplacé ? Peut-être, probablement. Je pense que les gens auront toujours besoin, et c'est Alexandre Astier qui le dit, vraiment d'un être humain à qui se référer, dans ses imperfections, dans ce qu'il raconte. Et oui, aujourd'hui, on a des avatars sur notamment la K-pop et tout, mais je pense que... Alors, je sais pas, hein, mais je pense que les gens aimeraient toujours voir... un humain, une vrai. Fille, un garçon, un homme, une femme, avec ses imperfections, et voilà, ils auront besoin de s'identifier à quelqu'un qui aura voulu, qui voudra lui raconter cette histoire. Si c'est juste qu'une histoire et qu'il n'y a personne pour la raconter, bah, j'ai peur qu'on tourne vite en rond, quoi. Que dirais-tu à un artiste qui galère à décrocher des contrats ? Qu'aujourd'hui, il a une chance absolue de pouvoir tout faire, pas tout seul, mais aujourd'hui, on a un accès à l'image, à la création musicale, à la création par l'image, à l'autopromo qui est énorme. Donc, tant que personne ne veut de toi, bosse dans ton coin. Hein. Et si tu bosses, ça n'arrivera pas forcément, on en parlait tout à l'heure justement, mais c'est pas parce que tu vas bosser que tu vas y arriver. Mais par contre, aujourd'hui, t'as besoin de personne pour commencer. Tu peux créer ta propre musique. GarageBand, un Logic, GarageBand, ça coûte rien. Quand tu achètes un Mac, il faut acheter un Mac. Mais un Cubase, enfin, on a tous commencé en craquant des logiciels gratos. Demain, vraiment, tu veux vraiment, avec un ordinateur pourri, commencer à faire de la musique gratuitement. Tu trouveras tous les sites pour le faire. Si tu veux faire de la musique, t'en feras. Tu trouveras un clavier à 10 balles et tout. Enfin, tu peux faire de la musique, créer tes propres musiques si t'es passionné. Regarder des tonnes de tutos, tous les gros réalisateurs maintenant. Je regardais, nous encore, on regarde. Hein, le mec qui faisait, je crois que c'était Mark Hanson encore une fois, mais le mec qui faisait les prods de Dua Lipa et tout, il poste, il y a tellement de trucs à prendre. Aujourd'hui, de faire de l'image, le copain, je prends un exemple d'une artiste qu'on a signée aux éditions, Diane. Elle fait beaucoup de choses elle-même. C'est l'énergie. Elle va prendre les copains. Tiens, viens-toi là, viens filmer ça. Allez, s'il te plaît, tiens, je te paye une pizza. Et il y a cette énergie putain, je deviens vieux, mais dans la jeunesse qui est extrêmement qui est extraordinaire parce qu'ils peuvent soulever des montagnes. Et en gros, si tu galères, crée. Ne t'arrête jamais de créer parce que déjà c'est mécanique. Plus tu sortiras, plus tu auras de chance qu'on t'écoute, plus tu auras de chance d'avoir un titre en dehors qui pète. C'est mécanique. Plus il y a de titres, plus il y a d'auditeurs. Donc plus ça va monter. Aujourd'hui, est-ce que c'est triste effectivement d'être dans un monde où seulement tes stats comptent ? Oui, c'est extrêmement triste. Mais moi, par exemple, c'est pas ma vision. Et je suppose qu'il y a plein de gens, moi je signe des gens qui ont 300 abonnés. Mais c'est un peu notre job, nous, maintenant, des plus petites structures, oui. Et de travailler avec des plus grosses structures qui, après, vont nous aider. Mais maintenant, il est à nous, petites structures, enfin, petites, j'allais parler de Duchesse, mais Duchesse, maintenant, qui produit Pierre Garnier, Daisy, Joseph Kamel, qui maintenant a passé un cap. Mais je parle de petites structures comme ça, qui sont là pour des incubateurs. Et voilà, donc, en gros, il y en a de plus en plus. Donc, déjà, ce que je voudrais dire aux artistes, c'est que on peut être repéré à n'importe quel moment. C'est qu'aujourd'hui, pour arriver sur les majors, oui, il faut avoir des stats, mais il n'y a pas que les majors qui vont aider à se développer. Et j'ai beaucoup d'optimisme, moi, dans la musique. Et aujourd'hui, il faut créer. Ne jamais s'arrêter de créer. Mais en même temps, ne pas se bercer non plus de fausses illusions. J'allais pas dire ne lâchez pas l'école, parce que vraiment, moi, l'école, j'ai arrêté à 16 ans et vraiment, c'est pas le système qui me plaît, mais en gros, travaillez, mettez pas trop d'argent. Il y a vraiment moyen de créer tout ça sans mettre d'argent. N'allez pas dépenser des tonnes et des tonnes. S'il y a des mecs qui vous demandent de l'argent déjà, ou des filles, c'est pas bon du tout. Ah, fais-moi des prods et tout. Généralement, quand un petit producteur rencontre un petit chanteur ou une petite chanteuse, c'est ensemble qu'ils vont devenir grands. Si le petit, il a déjà pas de CV, il commence déjà à te demander de l'argent, bah déjà, il va pas aller très loin et généralement, il va te demander quelque chose qui vaut pas encore vraiment. Donc, bossez ensemble, faites-vous tous grandir, les vidéastes. Mais ils le font, hein, il n'y a pas besoin de moi pour voir, mais les chanteurs, les vidéastes, les créateurs, et là, je trouve ils créent ensemble et ils vont nous rouler dessus.
Avant de passer au speed quizzing, on peut parler un peu du futur. Qu'est-ce qui t'attend maintenant? Est-ce qu'il y a des nouveaux projets d'écriture, des collaborations? Oui, on est en pleine expansion. C'est assez extraordinaire parce que déjà, on a appris là depuis l'année dernière, on recrute des gens qui travaillent avec nous. Donc c'est aussi, il y a Sarah qui bosse avec nous en tant que chef de projet, Rachel qui bosse avec nous en tant que chef de projet. On a une nouvelle personne qui nous rejoint encore. Et du coup, déjà, ça amène beaucoup de jeunesse. Surtout, on grandit, donc c'est extrêmement excitant de travailler avec plein de gens, de voir cette idée un peu folle qui a monté, qui commence à grandir. On avait 2 artistes il y a 1 an, on en a 11, je crois. Donc ça grandit, il y a plein de choses à faire, et avec plein de choses qui arrivent, plein d'annonces extraordinaires. Et là, pour le coup, on va faire 2 signatures très bientôt, probablement d'ici la fin de l'année, où on passe encore... bien sûr, rien n'est jamais relié au talent. Le talent, il n'attend pas ni l'argent, ni le succès ou quoi, mais en termes d'impact public, de projets un peu plus gros en termes d'ampleur, là, on commence à signer des projets qui existent déjà, où les gens existent déjà, qui sont des projets plus gros, qui remplissent plus de salles et tout. Donc voilà, on commence à passer des étapes comme ça. Et surtout... Et voilà, l'idée, c'est de grandir, de continuer à faire ça et d'avoir de plus en plus les moyens de développer les artistes selon un idéal un peu fou. On m'avait dit, aujourd'hui, ça marche plus comme ça. Bah, j'ai l'impression que si, en fait. Bon, je pense qu'on peut être passionné, ne pas avoir tout de suite envie de... La musique, c'est pas de l'argent tout de suite. C'est même sûrement, peut-être même jamais de l'argent. Mais dans tous les cas, vu que moi, je l'ai fait comme plein de gens passionnés, sans penser à ça, parce que en fait, ça nous habite jour et nuit. Alors bien sûr qu'il faut gagner sa vie, il faut payer les gens qui bossent avec nous, mais voilà, j'ai envie de grandir, j'ai envie de vivre des zéniths, des Bercy, des disques d'or, des disques de platine. J'ai envie de voir ces gens que j'accompagne devenir heureux et se réaliser. Voilà, c'est la seule chose et d'être de plus en plus gros. Surtout, voilà, ne jamais s'empêcher de tourner mondiale, aller les accompagner à l'étranger. Ça va arriver bientôt pour certains. Et voilà, c'est extraordinaire tout ce qui arrive. Je pensais même pas le vivre il y a 3 ans. Incroyable. Moi, tout ce que je ressens, en tous les cas, c'est beaucoup de bienveillance. Merci, ouais, c'est... Vraiment, voilà. En plus de ton professionnalisme, mais c'est ce que tu dégages. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc vraiment, bravo. Merci. On va finir par un petit speed quizzing. Mais avant, je vais juste te poser une toute petite question. Si tu devais avoir un artiste où tu aurais envie de découvrir son parcours, un Français ou pas, au micro avec Johanna, tu choisirais qui? À qui je voudrais découvrir le parcours? Un artiste, pas un chanteur. Ouais, chanteur, producteur, acteur. Moi, je suis désolé, hein, je fais une fixette, hein, les gars. Mais il vient de sortir Kaamelott et Alexandre Astier, j'ai regardé toutes ses interviews. Voilà, il a un recul par rapport à la bienveillance et tout ça, et je pourrais l'écouter parler pendant des heures. Oui, il y a des gens qui prennent un peu, c'est à côté un peu gourou, mais il a une vision de l'être humain presque autistique, très factuelle. On l'est tous un peu, mais en tout cas en tant qu'artiste. Et du coup, j'aime justement sa bienveillance et son respect de l'idée artistique. Et il parlait avec son chef opérateur à chaque fois qu'il donnait une idée, il y a un respect. Moi, j'ai une hypersensibilité émotionnelle qui fait que je pense que c'est ça qui m'aide à avancer, parce que je ressens les artistes. J'ai été artiste moi déjà, ça fait une petite différence. Donc je sais à quel point ça peut être violent, un mot, un truc comme ça. Et j'aime l'idée, je pourrais l'écouter pendant des heures, mais j'aime l'idée de dire qu'accepter une idée avec bienveillance et tout ça, enfin voilà, je l'adore. Ok. T'es prêt pour le speed quizzing? Oui. Allez. Le matin, café ou Nesquik? Café. Alexia Laroche-Joubert ou Michael Goldman? Alexia, parce que c'était la mienne. Mon amour ou Je sais pas, de Carla? Mon amour. Écrire pour les autres ou pour soi? Pour les autres. Champagne ou Crément? Champagne, je viens de Reims. Starac époque 2000 ou 2025? C'est extraordinaire. Après, je dirais Starac 2000 parce que c'est celle qui m'a fait rêver quand j'étais gosse. Devant ou derrière la scène? Derrière. Reims ou Paris? Reims. Up tempo ou ballade? Ballade. Château de Versailles ou d'Amarie-Lélis? D'Amarie-Lélis, bien sûr. Le Cour Anna ou au micro avec Johanna?
J'ai pas encore fait le Courana, donc j'irai au micro avec Johanna. Hâte d'inviter à être un cours, comme ça vous verrez mon magnifique talent de danseur. Eh ben écoute, ne bouge pas, j'ai une petite surprise pour toi. Ouh là là. J'ai une petite demande surtout. Ah, ok. Est-ce que t'es prêt? Ah, je suis prêt. Ah, vous êtes vraiment... la prise d'otage, et il me dit, est-ce que tu peux composer avec des enfants? Vous croyez vraiment que je peux dire non à des enfants? Est-ce que tu peux composer l'hymne du bien Courana? sûr, avec grand plaisir. Je peux pas dire non à des gosses. Finir. Là, comme je vais... Voilà, vous m'avez, juste après le mariage, avant de faire des enfants, vous m'avez en plein cœur, là, je vois des vidéos de TKL et d'enfance. Donc voilà. Vous avez bien entendu, hein. Va venir. Hein. Avec plaisir, avec grand plaisir. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? De continuer à être heureux, d'avoir toujours continuer que ça se passe bien, d'avoir des défis, des gens qui me font confiance et des gens qui croient parfois, et des gens qui m'acceptent comme je suis, quoi. Et de continuer de vivre à 200 000% et de jamais devenir un gros con. Ça, je suis d'accord avec toi. Moi, je te souhaite tout le meilleur, vraiment, sincèrement, de la part de toute l'équipe du Courana. Et merci d'avoir répondu présent, parce qu'on t'a contacté à travers les réseaux sociaux. Je ne connaissais personne. Tu as répondu, tu as dit oui, ça s'est fait très vite. Et rien que pour ça, merci. Merci pour ton accueil. C'est super de pouvoir faire parler. Enfin voilà, je suis content de pouvoir partager ma vision de la musique et merci de me donner la parole pour ça. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, l'interview est terminée. Si vous voulez retrouver cette interview, eh bien, écoutez sur toutes les plateformes. Deezer, Spotify, Instagram, YouTube. Voilà, merci et à bientôt. Bye.